Le COE dit qu'il faut aussi avoir des femmes dans les délégations et j'ai vu comment les femmes dans les églises orthodoxes devaient seulement aller apporter des cafés pour les messieurs, etc., etc. À Porto Alegre, à l'Assemblée générale de la COE, alors là, naturellement, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes laïque, vous êtes femme, comment vous pouvez être au conseil d'une église ?» Alors là, c'était beaucoup plus difficile de se manifester. Il y avait aussi des gens qui sont marchés comme ça et vous ont bousculé. Là, je trouvais beaucoup plus difficile. Alors, je n'étais jamais aussi content d'être réformée qu'à Porto Alegre. Parce que là, je voyais vraiment comment ça marche dans d'autres églises. Mémoire vive, un podcast de Michel Cocher pour réformer.ch. Les filles, faites votre place. Cette injonction, Pia Grossolz l'a suivie, elle venait de sa mère. Elle a gravi tous les échelons petit à petit de l'église réformée Berne-Jura-Soleure pour devenir, pendant 16 ans, conseillère synodale. À ce poste et à d'autres, elle a œuvré pour toute une série de combats importants. Celui de la migration, celui de la construction de la Maison des religions à Berne, lieu de dialogue interreligieux, et enfin celui du combat pour l'accès à l'eau pour toutes les populations du Sud, un combat qui lui a valu, disons, l'hostilité de certaines multinationales de notre pays, je pense ici à Nestlé. Écoutez son témoignage. Bonjour Pia. Bonjour Michel. Alors peut-être un mot d'abord sur vous. Vous êtes suisse-allemande, on va l'entendre à votre charmant accent, et vous venez de Steffisburg. Oui. En 2 mots, c'est où et comment c'était quand Alors, vous y étiez? Steffisburg, c'est tout près de Thun. Alors, c'était très beau là parce que c'est un village. Aujourd'hui, on dit que c'est une ville parce qu'il y a assez d'habitants, mais c'était plutôt un village et c'était tout près de Thun où on était souvent, naturellement, le gymnase était après à Thun, etc. Alors, c'est beau, c'est presque dans l'Oberland, n'est-ce pas? Parce qu'on dit toujours que Thun, c'est la porte. La porte d'entrée. Oui, d'entrée pour l'Oberland. Et moi, j'aime beaucoup les montagnes, j'aime beaucoup le lac. Alors, mais je n'habite plus là. Alors, dans votre enfance, l'église réformée, c'était quelque chose de très important. Ça occupait une place dans la société qui était considérable. Oui, c'était vraiment comme ça. Et moi, pour la première fois, je faisais connaissance d'un enfant catholique à l'âge d'11 ans. Il y avait une fille qui venait du canton de Neuchâtel chez nous à l'école et c'était la première personne catholique que je rencontrais, moi, parce qu'on était vraiment, il y avait beaucoup de réformés et il y avait aussi les églises libres, naturellement, beaucoup d'églises libres de près de nous. Alors, Thun, on va faire un grand saut dans le temps, mais pas tant que ça. Thun, ça a été, tout près de Thun, un lieu où l'église réformée du canton de Berne avait un grand centre, le centre de Gwatt. Mais avant que ce centre n'existe, il a fallu le construire, trouver des sous. Racontez-nous. Oui, alors, il y avait dans les années 40, il y avait une travailleuse, sociale qui a fait des camps pour des familles pauvres, là, après la guerre, n'est-ce pas? Puis c'était l'église qui reprenait cet endroit et puis on trouvait dans les années 60 qu'on a besoin de vraiment de maisons où les paroissiens ou les paroissiennes puissent Se rassembler. se rassembler, se rencontrer et parler ensemble, vivre ensemble. Alors, on a trouvé qu'il faut bâtir 3 bâtiments tentes, alors en forme de tente, et il fallait aussi les financer. Et alors, dans l'école de dimanche, nous, comme enfants, on recevait une petite carte avec un dessin de ces 3 maisons tentes, et puis on nous disait, alors il y avait des petits points noirs là-dessus, et puis nous, on passait par les maisons autour de nous et on disait: «Est-ce que vous nous donnez quelques francs?» Alors c'était 5 francs par point et puis on pouvait le piquer, n'est-ce pas? Alors comme ça, moi, comme petit enfant de 9, 8, 9 ans, alors j'ai rassemblé de l'argent pour ce centre de Gwatt. Alors, il s'est construit, ce centre. Il a eu du succès pendant un certain nombre d'années, mais il se trouve que c'est aussi vous qui avez dû, au fond, préparer sa fin, sa vente. Oui, c'est ça. Alors, il faut dire que, on avait toute la formation continue de l'église, Respe Juso, on avait mis au Quat. C'était là et il y avait aussi une école pour des travailleurs, sociaux là et alors tout était là et
il y avait beaucoup de succès pour un certain moment, mais à un certain moment, les paroissiens et même les paroisses ne venaient plus tellement, même les conseils des paroisses ne venaient plus tellement à Quvat. On faisait plutôt des formations plus courtes, là où on habitait, etc., etc. Et on remarquait qu'on avait de moins en moins des gens de De l'Église l'église. qui utilisait ce lieu. Oui, oui. Alors on a trouvé qu'on devrait faire comme un hôtel. Puis le synode a dit: «Il faut aussi donner», alors et le centre faisait beaucoup de déficits naturellement, hein, qui devait payer? L'Église. Et puis on a fait d'abord un point sur, le thème du travail. Et on avait aussi des gens qui n'avaient pas d'emploi, qui venaient travailler là. On avait des programmes, et cetera, et cetera. Mais puis on voyait que, c'est peut-être plus le temps où l'Église peut avoir un hôtel qui tournait après plus rond, mais qui n'apportait pas de gain et qui coûtait beaucoup encore. En plus, il y avait encore une déchetterie sur le territoire et qu'on devrait, d'après moi, on aurait toujours dû, refaire, n'est-ce pas? Et alors, le synode a décidé de vendre tout le territoire et on a trouvé, mais seulement en 2008, un hôtelier, alors, un investeur de Steffisburg était Thun, Il a pu reprendre. pour reprendre. Il a vraiment repris, il a fait un hôtel 4 étoiles là et maintenant ça marche bien, il semble, et l'église n'est plus là. Est-ce que ça a été perçu comme un échec ou comme simplement un changement d'époque? Alors, on avait les 2 naturellement. Naturellement, c'était un peu un échec. Alors moi, j'aurais bien, aimé garder, parce que c'est vraiment magnifique là, avec le lac et tout. Mais il faut aussi voir ce qui est important pour l'Église, comment la vie de l'Église continue. Et c'était alors on n'avait plus ces centres, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup d'églises cantonales Qui qui ont ont dû se vendre débarrassé. leur centre, n'est-ce pas? Ouais. Alors, on peut parler d'un autre lieu. Alors, on fait un petit saut dans le temps, pour lequel vous avez amené un objet qui est là, c'est cette carte postale. Je vous laisse nous dire qu'est-ce qu'il y a derrière, parce qu'on voit un ciel avec un toit. C'est quoi, au fond? C'est le toit, de la maison de la rel des religions à Berne. Alors ça existe vraiment dans ce lieu, il existe depuis, 10 ans maintenant. Alors en décembre, ça fait 10 ans. Mais avant, il y avait déjà le fait qu'on trouvait que les différentes religions devraient parler ensemble, devraient aussi vivre ensemble. Parce que pour se connaître vraiment, il faut vivre ensemble. Il faut regarder ce qu'ils font, comment ils le font, et cetera, et cetera. Alors il y avait 2 lieux ou 3 lieux provisoires où on faisait déjà ce dialogue des cultures et des religions. Et puis on avait la ville de Berne a dit qu'il faudrait peut-être faire quelque chose à un endroit vers Bümplitz où on pouvait faire une maison pour toutes ces religions. Il y avait encore un autre but que pour nous, de l'Église, était très important, parce que beaucoup de ces religions n'avaient pas de lieu De lieu de culte qui était vraiment digne, n'est-ce pas? Et alors on trouvait qu'il fallait vraiment faire quelque chose que pour eux, eux aussi, ils pouvaient avoir un lieu de culte. Et après, alors on a cherché, de nouveau des sous, n'est-ce pas? Et on les a trouvés surtout à cause d'une fondation qui a donné beaucoup, et surtout aussi à cause des Herrenhuter Gemeine, qui a donné pour 5 ans son couple de pasteurs pour pouvoir travailler dans cette maison ou dans la création de cette Ce maison. sont les frères Moraves, les Herrnhut? Oui, oui, c'est les frères Moraves. Mais est-ce que cette idée de maison des religions a rencontré des résistances auxquelles vous avez été confrontés? Oui, naturellement, il y avait des gens qui trouvaient: «Ah, est-ce que c'est nécessaire? Et nous, les réformés, on a beaucoup de maisons de paroisse, on n'a pas besoin des lieux de culte». Et vous savez, c'était surtout pour les églises de migration. Et oui, alors vous pouvez bien vous imaginer, il y avait des gens qui trouvaient: «Ah, est-ce que c'est vraiment nécessaire?» Lorsqu'il était là, une fois, tout le monde
c'est vanté. Oui, c'était mon idée, moi je le voulais toujours. Mais c'est toujours comme ça avec les bonnes idées, n'est-ce pas? Quel, quel souvenir le plus gratifiant, le plus lumineux vous gardez par rapport à cette maison des religions? Ou quelle rencontre vous avez pu faire grâce à elle? Oh, beaucoup de rencontres naturellement. Ce qui était vraiment très intéressant, lorsqu'on mettait la première pierre pour ce bâtiment, alors naturellement, on avait Les hindous? les hindous aussi là, et eux, pour eux, il était nécessaire qu'une vache circule Autour. autour. Oui. Alors, vous pouvez bien vous imaginer comment c'était difficile, comment c'était, mais on le faisait et cette vache a vraiment entouré tout l'espace, tout et puis, alors ça, c'était très important pour eux. Autre élément, pour les hindous, c'était aussi nécessaire que ce soit des bâtisseurs prêtres qui viennent, des Indes ou pour faire les dieux. Ah oui. Oui. Et puis alors là, c'était très difficile. Une fois, je devais regarder comment on fait parce qu'eux, ils devaient travailler à pieds nus et vous pouvez très bien vous imaginer, ça durait pas longtemps. On avait, les gens de l'État ou de la Souva, on dit Et l'assurance, oui, oui, qui disaient: «Mais qu'est-ce que vous pensez? C'est pas permis, il faut mettre des souliers, choses». aux casques et tout. Oui, avec oui, vraiment, n'est-ce pas? Et puis on leur a dit alors les casques, ça allait encore, mais les pieds devaient être nus. Mais alors on a vraiment parlé avec eux et puis ça on pouvait le faire comme ça, n'est-ce pas? Et là, il y avait beaucoup de choses de cette manière. Alors vraiment des problèmes, de petits problèmes, mais fallait résoudre avec, un peu De bon sens bernois. oui, on dirait, oui. Et pas s'énerver, toujours parler avec les gens et cetera et ça, c'est très bien allé et alors oui, je dois dire que c'était vraiment très émouvant quand en 2014, c'était l'ouverture de cette maison. C'était très bien parce que la ville aussi, elle adhérait là, elle a aussi donné de l'argent, elle donne encore. Et c'était vraiment, très, très intéressant. Alors il y a les lieux de culte pour les hindous, pour les musulmans, pour les bouddhistes et pour les alévites et pour les chrétiens. Les juifs font aussi part de cette maison, mais eux, ils n'ont pas la force pour avoir un deuxième lieu de Le culte. d'accord. Mais alors ça, c'est ce qui est là et c'est très intéressant et ce qui va très bien, c'est il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent regarder cette maison. On a beaucoup de gens et on les amène dans la maison, on leur montre comment ça marche. Au milieu, il y a l'espace dialogue et dans cet espace au rez-de-chaussée, on a un restaurant. Un restaurant Ayurveda qui est, mené par le prêtre hindou, Oui. oui et maintenant il a beaucoup parlé avec les juifs et maintenant il fait aussi, De la nourriture cachère? oui, de la nourriture cachère. Alors ça, c'est naturellement très bien. Il y avait longtemps qu'on avait, le département de l'étranger tout à côté. Les affaires étrangères? Oui, oui et puis, eux, ils sont toujours allés manger là. Maintenant, ils ont déménagé, maintenant il y a un peu moins de gens qui viennent à midi, mais on peut y aller, on peut aussi fêter là, soit un anniversaire, un mariage et cetera. Alors Pierre, vous nous avez amené parmi les 3 objets, cet objet-là. C'est un rapport animé par Dieu, engagé pour les humains, rapport de la décennie 2011-2020 des Églises réformées Bernjura-Soler. Alors, c'est un objet, vous allez nous en parler, mais vous avez joué un rôle dans cet objet, un rôle éminent, mais avant d'en arriver là, avant d'être une conseillère synodale, vous avez au fond gravi tous les échelons qu'une femme pouvait gravir. Comment ça s'est passé? C'était facile d'être une femme en église bernoise? Oui, alors moi j'avais toujours le sentiment, mais il faut dire, j'étais élevée comme ça, n'est-ce pas? Alors mon père est mort lorsque j'avais 8 ans et ma mère était une femme très forte qui a toujours trouvé mais les filles, hein, c'est vraiment important
qu'on fasse quelque chose et qu'on se met comme ça, et il faut être clair pour avoir sa place. Alors, c'était dans ce sens que j'étais élevée. Alors, moi, je l'ai fait comme ça. Et naturellement, il y avait toujours des difficultés. Par exemple, une commission au gymnase qui trouvait: «Mais ces jeunes femmes, est-ce qu'elles, peuvent, vraiment avoir des gardes qui sont plus grands qu'elles?» et cetera et cetera. Mais ça a marché. Moi, je n'ai jamais eu le sentiment que c'est plus dur. Naturellement, lorsqu'on a après une famille, ça devient plus difficile. Alors, on ne peut plus prendre les mêmes responsabilités qu'un homme parce que quelqu'un doit quand même soigner les enfants et aussi la maison, le ménage, n'est-ce pas? Alors Et votre mari, il acceptait facilement, au fond, cette, oui, oui. Oui, alors pour lui, c'était clair, c'était tout à fait clair que je fais quelque chose. Et puis après, je vais au conseil de paroisse, puis au synode, et puis du synode au conseil synodal pour 16 ans, parce que chez nous, on peut seulement rester 16 ans, puis il faut partir. Moi, je trouve ça bien. Euh, et oui, et maintenant, je suis depuis 2019, je suis à la retraite. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez pu, comme femme, apporter votre touche à vous, particulière, peut-être différente, dans ces différents postes, notamment au conseil synodal? Alors là, j'ai jamais, alors naturellement, lorsqu'on a parlé des affaires ou de femmes, naturellement, là, on pouvait insister et cetera. Mais moi, c'était plutôt alors moi, j'étais plutôt, tournée vers mes responsabilités, Terre Nouvelle, migration, naturellement. Mais je crois bien qu'on pouvait faire quelque chose. Mais moi, là, je n'avais jamais le sentiment qu'on ne m'apprécie pas. Mais lorsqu'on était, par exemple, à Porto Alegre, à l'assemblée générale de la COE, alors là, naturellement, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit: «Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes laïque, vous êtes femme, comment vous pouvez être, au conseil d'une église?» Alors là, c'était beaucoup plus difficile, de se manifester. Il y avait aussi des gens qui sont marchés comme ça, hein, et vous ont bousculé libérément, n'est-ce pas? Et puis alors moi, là, je trouvais beaucoup plus difficile. Alors, je n'étais jamais aussi content d'être réformée qu'à Porto Alegre. Parce que là, je voyais vraiment comment ça marche dans d'autres, églises, n'est-ce pas? Le COE dit qu'il faut aussi avoir des femmes dans les délégations, et j'ai vu comment les femmes dans les églises orthodoxes devaient seulement aller apporter des cafés pour les messieurs et cetera et cetera. Alors, là, j'étais toujours très, très contente d'être réformée. Donc comment est-ce que vous voyez le féminisme qui a pris de plus en plus d'ampleur à votre époque, quand vous étiez au entre guillemets «au pouvoir»? Est-ce qu'il était déjà aussi fort qu'aujourd'hui? Alors, il y avait beaucoup moins de pasteurs, naturellement, de femmes pasteurs, parce qu'il y avait beaucoup plus d'hommes. Et c'est aussi très intéressant. Moi, j'ai fait connaissance de la théologie féminine chez les anabaptistes, alors chez les ménonites. Parce que j'ai des amis, ménonites, les plus proches amis de moi, ce sont des ménonites, et alors là, on a lu ces livres, on a discuté de ces livres et cetera. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Mais ce qui maintenant arrive, ce qui est arrivé avant pour les, profs de gymnase, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a trop de femmes dans un métier, les hommes ne s'intéressent plus tellement à ces métiers. Alors c'était pour les profs de gymnase, maintenant c'est aussi pour la médecine, c'est pour les pasteurs et cetera. Alors, là, il y a toujours pour moi, c'est très triste que ça se passe comme ça, mais oui, c'est quand même, on peut remarquer cela. Alors, quand on pense à Pia Grosholz, on pense, à au travail de la migration, dans laquelle vous avez été engagé pendant des années. Si je reprends mes notes, je vois que dès 2003, vous avez agi au fond, si je comprends bien, pour imposer l'Église comme un acteur, Oui. sur le champ, de la migration, alors qu'au fond, c'est d'ailleurs bizarre, l'Église n'était pas tant consultée à cette époque-là?
sur la question de la migration? Si, je crois bien, mais on ne le faisait pas ensemble. Alors l'Église disait: «Il faut faire ça et ça et ça». Le canton disait: «Non, on ne voit pas du tout ça». Alors moi j'ai dit: «Mais si on veut arriver à quelque part, il faut parler ensemble. Il faut chercher des solutions ensemble. Il faut voir qu'on a des rôles différents». Ça, c'était la chose la plus difficile pour les politiciens, oui, pour les conseillers d'État, et cetera, de leur montrer: «Écoutez, vous avez le rôle de défendre la loi. Nous, on a le rôle de défendre l'homme», n'est-ce pas? Et nous, on a toujours dit, et eux, ils n'aimaient pas du tout. Moi, j'ai toujours dit: «Vous savez, devant Dieu, nous sommes tous les mêmes. Alors il faut voir ça, et il faut toujours penser à ça. Pas seulement parce qu'on est migrant, on est moins, on est autre chose, et cetera. Alors là, oui, alors ça, c'était important, et on l'a fait. Et c'était très bien parce qu'on pouvait aussi, alors, on pouvait parler avec les gens de migration du canton, avec le conseiller d'État, avec lui. Alors, on a beaucoup, beaucoup parlé lorsqu'on n'était pas d'accord avec tel et tel rôle que le canton a joué. On y est allé, on a parlé avec les gens, on a dit: «Écoutez, alors nous, on n'est pas d'accord avec vous, mais on ne pouvait pas toujours le mettre dans les journaux ou dans la radio, et cetera. Il fallait le faire, il fallait d'abord avoir un certain, des relations, confidentielles, n'est-ce pas? Pour pouvoir parler ensemble, et on a fait ça, et moi je trouve que ça a très bien marché. Par exemple, lorsque nous, on avait des asiles d'église dans une paroisse. Alors, on a fait avec le canton tout un papier comment on va réagir ensemble, et le canton était d'accord de donner encore une fois une chance pour revoir tout ce que ces gens ont eu comme résultat de De leur demande d'asile? oui, et puis parfois on a pu dire: «Écoutez, il faut un peu plus de temps pour que les gens partent», ou parfois on a aussi pu dire: «Écoutez, vous voyez maintenant que ça va pas et ça n'allait pas», et ça, c'était très bien. On ne pouvait seulement le faire parce que nous, on a aussi dit aux paroisses: «Alors n'allez pas tout de suite à la presse, et cetera. On essaie d'abord de regarder ensemble s'il y a encore des possibilités». C'est un peu un esprit pragmatique, on cherche Oui. des solutions avant de faire du tam-tam dans les Oui, médias. c'est ça, oui, c'est ça que nous avons fait, ça c'était bien, et en 2015, lorsqu'il y avait tant de requérants d'asile qui venaient, il fallait ouvrir partout des centres, n'est-ce pas? Et alors on a fait comme ça que beaucoup de fois, moi, je suis allée avec, l'homme responsable du canton, parfois même avec le conseiller d'État dans des communes, et j'ai toujours parlé avant avec le pasteur ou la pasteur. Ils étaient aussi là, et puis on a parlé avec les gens de cette commune pour leur dire: «Écoutez, c'est pas le diable qui va venir, ce sont des gens, et ils ont les mêmes besoins que vous», et alors comme ça, on pouvait souvent trouver des solutions, et presque toujours les paroisses se sont occupées après de ces requérants d'asile qui y étaient. Ça veut dire que l'Église avait une capacité d'accueil ou de médiation à ce moment-là qui était Oui. forte? Oui, c'était forte, oui, je dois dire, oui. Si les pasteurs étaient d'accord avec ce qu'on faisait, alors, et eux, ils soutenaient encore cela, c'était toujours ça allait très bien. Pourtant, dans le canton de Berne, c'est un canton largement UDC, on le sait, Oui. ça n'a pas empêché que l'Église réformée de votre temps puisse faire ce travail? Non, non, pas du tout, parce que, vous savez, dans l'Oberland, par exemple, on avait surtout des conseillers de communes qui étaient UDC, c'était clair, mais avec eux, on peut aussi parler, mais il faut pas toujours attaquer et mieux savoir, et cetera. Mais il faut vraiment parler ensemble, et il faut parler des peurs que les gens ont, et cetera, et nous avons toujours remarqué, si une fois il y avait des requérants d'asile à un lieu, alors, et on se rencontrait, les gens, alors les peurs
ce sont, oui, je n'étais pas plus tellement grand. Comment vous étiez vue comme conseillère synodale sur ce dossier-là? Vous étiez vue comme une militante, une femme, un peu jusqu'au boutiste? Alors, oui, il y avait des gens qui trouvaient que je suis trop militante, mais j'étais jamais dans la presse. Alors ça, là, j'étais tout clair, je veux pas ça parce que vous perdez les gens qui sont contre vous si vous, les attaquez toujours. Alors c'était ça, moi je dirais: «Non, ça allait très bien». Alors, buvons un verre. Pardon. On va le reprendre là. Un dernier mot peut-être sur, le ré est-ce que ça vous dit quelque chose, le réseau ELISA? C'était avant mon temps que j'étais active dans l'église cantonale, oui, mais là aussi on naturellement ça vous savez, il y a beaucoup de sans-papiers et l'église, cantonale après a repris ce thème. On a regardé qu'est-ce qu'il faut pour les sans-papiers et on a créé un bureau de pour où les sans-papiers peuvent, aller, peuvent poser des questions, on les aider à trouver des solutions pour devenir légitimes et cetera et cetera. Et là aussi, on travaillait avec le canton, on travaillait surtout aussi avec la ville de Berne parce que là, le chef de la police étrangère, c'est quelqu'un de très, alors vraiment avec qui on peut parler, qui aide chercher des solutions et pas toujours seulement dire: «Non, ça va pas, ça va pas». Alors là, on a beaucoup travaillé avec lui, on le fait encore, alors ils le font encore, c'est très bien et ce bureau pour des questions pour les ça marche très bien. C'est aussi porté par la société et non seulement par l'Église. Ça, c'est aussi quelque chose d'important, n'est-ce pas? J'ai retrouvé une petite expression par rapport au travail des églises et d'autres via les migrants qui est folle d'abeille. Alors c'est difficile à traduire pour un francophone. Qu'est-ce que ça veut dire folle d'abeille? Voll dabei, ça veut dire entièrement, engagé Engagé. peut-être, oui. Et alors ça, c'est quelque chose qui vient du bureau des questions juridiques pour les requérants d'asile et là, on a des gens qui s'occupent des requérants d'asile mineurs et on trouve aussi il faut les engager eux-mêmes. Alors les plus âgés font aussi des choses pour les plus jeunes et on fait aussi ils font aussi du théâtre avec quelqu'un du théâtre de Berne, alors Stadttheater, n'est-ce pas? Et on fait plusieurs choses avec eux où eux, ils peuvent montrer aux plus jeunes qu'on est aussi quelqu'un, qu'on a quelque chose à dire et qu'on les écoute. Alors ça, c'est très bien fait et vraiment, c'est un grand succès. En vous écoutant, Pia, j'ai l'impression qu'il y a une forme de formule bernoise de présence de l'Église dans la société, de façon de résoudre les problèmes, qui a vraiment été, et peut-être elle est toujours, une des clés du succès de la présence réformée dans la société. Oui, alors vous devez savoir que lorsque moi j'ai commencé comme conseillère synodale, on était encore la grande majorité dans le canton de Berne. Ça a changé entre-temps, mais on était vraiment au milieu de la société, toujours, n'est-ce pas? Tout le monde était alors lorsque moi j'étais enfant, tout le monde était ou bien dans l'église réformée ou bien dans une des L'Église libre. églises libres, oui. Et et là, alors c'était clair que l'Église a aussi quelque chose à dire. Ça vient d'ailleurs du synodus qui a été fait pendant la Réforme à Berne, où l'État disait: «Nous voulons que l'Église regarde ce que la politique fait et nous dit si c'est pas bien». Alors c'est maintenant dit très simplement, mais c'est quand même ça et je crois que c'est ça, c'est quelque chose qui est très important et dans notre, constitution, de notre église, c'est écrit qu'il est important qu'on regarde comment va le plus pauvre pour savoir comment la société
marche, n'est-ce pas? Et alors ça, je crois que c'est vraiment oui, alors l'église était très important là, à l'époque. Maintenant, vous savez, ça commence peut-être un peu à reculer, mais quand même, beaucoup de gens savent d'où ce qu'on fait comme église pour la société. Alors et maintenant, vous savez peut-être que jusqu'à l'an 2020, les pasteurs étaient payés par le canton. Et maintenant, ça a changé là et maintenant c'est l'Église qui les paye, mais le canton nous donne de l'argent pour ça et aussi pour ça que nous faisons pour la société et il faut faire un rapport tous les 6 ans et là, on peut voir ce que l'Église fait, n'est-ce pas? Alors on peut compter les heures des bénévoles et cetera pour voir ce que font les gens. On sait par exemple qu'un poste de pasteur génère, 10 bénévoles. Alors, il faut s'imaginer une fois ça, n'est-ce pas? Alors naturellement là, jusqu'à maintenant, il y a quand même assez de gens, dans la société qui voient ce que fait l'Église et qu'elle s'occupe surtout des gens que personne d'autre dont personne d'autre s'occupe. Pierre Rossas, on a devant nous un verre d'eau, mais on n'a pas seulement un verre d'eau, on a aussi, et je l'ai dans sa version allemande ici, Ökumenische Erklärung zum Wasser als Menschenrecht und als öffentliches Gut. Donc si je traduis en français, déclaration œcuménique sur l'eau comme droit de l'homme et bien public. J'aimerais qu'on parle de cette déclaration qui est un apport qu'ont fait les réformés dans un cadre que vous allez nous préciser qui était une assemblée du Conseil œcuménique. Oui. Alors, nous avons eu le sentiment que la Suisse a une responsabilité pour la question de l'eau parce que il y avait, par exemple, au Brésil, où nous avions des rencontres continues avec des gens d'église qui nous ont dit, chez nous, Nestlé nous coupe l'eau, nous coupe les sources pour les mettre dans Dans les bouteilles. des bouteilles Pure Life pour les déminéraliser, n'est-ce pas, etc., etc. Et nous, on trouvait que c'est très difficile et on voit que l'eau va être un bien très, très lutté, n'est-ce pas? Parce que Convoité, oui. oui, parce qu'il n'y en a pas assez. Et puis nous trouvions qu'on va faire. Alors, à l'époque aussi, on voyait que on voulait faire de l'eau et surtout de l'accès à l'eau un bien humain, un droit humain pour l'ONU. Et alors là, on a essayé de travailler avec les gens d'église du Brésil et on a fait cette déclaration, n'est-ce pas? Et puis, on l'a amené avec à l'Assemblée générale de la COIR à Porto Alegre. Avant, on était là où Nestlé avait fait ses usines pour prendre de l'eau. Et puis, on a fait une conférence de l'eau avant La conférence du Conseil. Oui. Et puis, on a fait aussi des workshops pendant toute l'Assemblée et montrer aux gens ce que nous avons fait là et ce que nous trouvons important pour ça. Comment ça a été reçu? Par les églises, très bien. Et il faut dire, quelques années après, c'était l'ONU qui a fait de l'accès à l'eau droit humain, n'est-ce pas? Alors maintenant, c'est accepté. Mais ça veut dire que vous étiez un peu des précurseurs avec les chrétiens brésiliens sur cette question de l'eau? Oui, naturellement, il y avait d'autres gens qui ont aussi fait beaucoup. Helvetas, per exemple, qui a toujours beaucoup travaillé sur l'eau, etc. Et nous, on a continué après, nous avons dit, chez nous, avoir de l'eau de la commune, c'est presque normal. Et on l'a souvent, n'est-ce pas? Mais dans d'autres pays, c'est pas ça. Et alors, on a dit, on veut regarder que l'eau reste un bien commun. Et puis, on a aussi dit, il faut aller plus loin, il faut regarder, il ne faut pas toujours boire de l'eau des bouteilles, mais il faut prendre de l'eau du robinet, surtout en Suisse, où on a presque partout de l'eau assez bonne, n'est-ce pas? Et alors là, on a fait ça, et maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de paroisses, par exemple, qui sont Blue Community, qui disent, oui, nous disons que nous faisons ça, et ils soutiennent aussi toujours un projet à l'étranger pour l'accès à l'eau ou quelque chose comme ça.
Là, on parle de Porto Alegre. Mhm. C'était quoi, 2005, c'est ça, l'année Oui. 2005-2006, donc ça fait un sacré... Ça fait, au fond, des années que vous avez mis l'accent sur cette question de l'eau. Est-ce que ça a évolué? Oui, ça a évolué, je dirais vraiment. Maintenant, ça devient plus difficile parce il y a aussi beaucoup soit de communes, soit aussi, mais aussi des sociétés anonymes, etc., qui veulent devenir Blue Community. Et ça dépasse un peu le poste de l'église Père-Jura-Soleure. Et maintenant, on regarde comment on peut faire pour faire évoluer ça encore de plus. Et puis Nestlé, ils vous ont observé un petit peu? Oui, un tout petit peu, mais écoutez, c'est égal parce que moi, je fais rien que je ne peux pas faire, n'est-ce pas? Alors, ça m'était égal, vraiment. Mais on vous espionnait, enfin, le terme, c'est Alors, ça. surtout notre président, Samuel Lutz, à l'époque, pour un certain temps, mais lui aussi, pour lui, c'était égal. Et il y avait dans Beobachter, c'est Observateur, ça s'appelle, et il y avait une fois un article où on voyait comment Nestlé était pas d'accord avec moi, etc. Mais écoutez, si vous faites des choses comme ça, alors ça c'est clair. Avec ça, il faut vivre. Moi, je trouve toujours. Alors, il faut dire oui, Il faut accepter oui, il faut accepter la critique, la il faut critique. accepter aussi des attaques, etc. Là, il y avait aussi une certaine époque où j'avais chaque matin plusieurs courriels de jeunes hommes de l'UDC qui disaient n'importe quoi sur moi, etc., etc. Alors, j'ai laissé faire un certain temps, puis notre juriste a dit maintenant, on leur dit, si ça continue, on les met devant le juge, et puis ça, c'est que terminé, vous voyez, mais il ne faut pas prendre trop au sérieux ces trucs. Alors, oui, moi je trouve. On peut rester avec ce Mhm. livre, non pas sur l'assemblée de Porto Alegre, mais sur la suivante, celle de Busan, où Oui. vous étiez aussi. Oui, là Donc, j'étais déléguée là, vous étiez délégué, ce qui n'est pas la même chose, donc vous représentiez l'Église réformée de la Suisse, de la la Suisse, fédération. Ouais, la fédération, seulement là encore. Et là, dans cette assemblée, au fond, ça s'est passé comment? Qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne connaissiez pas ou qui vous a frappé? Alors, déjà pour toi, et là, naturellement, parce que j'ai des délégués encore plus, moi, je trouve très bien comment on vote dans ces assemblées. Parce que c'est pas, si on a 51%, ce sont ceux qui gagnent, mais on cherche toujours de trouver des solutions où presque tout le monde des délégués est d'accord. Et alors, il faut beaucoup parler ensemble, discuter ensemble, etc. Et moi, je trouvais que c'est une forme très intéressante. Pour nous, les Suisses, c'est Unmöglich. oui, alors nous, on ne le connaît pas, n'est-ce pas? Mais maintenant, il y a quand même 60% qui disent oui, terminé. Mais parfois, c'est plus important de regarder pourquoi eux, ils ne veulent pas, pourquoi il faut encore trouver une solution pour eux, etc. C'est une des choses que j'ai remarqué. Et l'autre, c'était vraiment, il y avait des gens qui ne savaient pas voter démocratiquement. Alors, une fois, il fallait électionner Élire, oui. élire un 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 représentant. représentant du comité, n'est-ce pas? Et puis il y avait Candidat. deux candidats, et puis on votait, ou bien on était pour celui-là ou pour celui-là, ou on s'abstenait. Et puis devant nous, il y avait la délégation d'une église orthodoxe, et puis eux, ils ont voté les 3 fois. N'est-ce pas? Et alors, moi, j'ai tapé sur l'épaule de ces saintetés, n'est-ce pas, qui étaient très, très belles. C'est qu'une femme le touche. Et je lui ai dit, mais écoutez, alors, ça marche pas. Vous On ne peut pouvez pas dire seul- oui, non et s'abstenir en même temps. Oui. Alors, et puis, il y avait Serge Fornereau qui allait en avant, qui allait chez le modérateur de cette séance, qui lui a dit, mais écoute, ces gens, ils ne savent pas comment ça va avec les cartes, tu dois le faire par écrit où il faut écrire le nom. Et puis alors, on a encore une fois
fait cette votation et j'espère que ça allait après, n'est-ce pas? Alors pour moi, c'était très, très intéressant et là, naturellement, on voyait très bien que moi, comme femme laïque, alors, là, je comptais pas. Mais il faut aussi dire, moi, je ne m'intéressais moins pour la section Faith and Order. Alors, Les questions de foi, de de foi, théologie, oui, oui. oui. Je m'intéressais plutôt à life and work. Et là, lorsqu'on parlait de l'eau, par exemple, ils ont vu que moi, je sais quelque chose sur le thème, etc. Et alors là, on pouvait, même avec les orthodoxes russes, on pouvait travailler et chercher quelque chose qu'on pouvait faire ensemble il y a encore le Ecumenical Water Network, ça existe encore de la COE. Et ça, c'était aussi quelque chose d'intéressant pour moi, de voir comment ça marche. Alors, autrement, pour moi, la Corée, c'était pas facile parce que moi, je suis très allergique au gingembre. Ah, Oui, et alors je pouvais manger seulement du porridge, hein, et puis, parfois, poisson grillé, mais rien d'autre. Parce que partout, il y avait du gingembre. Mais autrement, c'était assez intéressant. Moi, j'étais beaucoup plus, alors j'aime beaucoup mieux Porto Alegre, naturellement aussi à cause de oui, des gens qui sont si vivants, qui sont si, qui invitants et cetera. Alors, c'était plutôt ma région, il faut le dire. Mais c'était intéressant quand même. vos contacts avec les orthodoxes, à Busan ou à Porto Alegre, mais plutôt Busan puisque vous étiez délégué, ça se passait quand et comment? Oui, alors vous savez, chaque matin, on avait d'abord un culte et puis un travail biblique dans de petits groupes où on était ensemble et là, naturellement, il y avait toujours aussi des orthodoxes, il y avait des gens de partout et on a beaucoup travaillé ensemble et pour moi, c'était aussi très intéressant à Busan. Mon groupe de travail biblique, nous, on continue encore de s'écrire et parfois, il y a de nouveau quelqu'un qui prend un texte biblique et qui dit quelque chose là-dessus et puis les autres répondent et cetera. Et alors pour moi, ça, c'était quelque chose de très, très intéressant et ce qui était vraiment le plus beau, c'était de chanter ensemble. Alors pour moi, ces cultes avec tous ces chants, internationaux, pour moi, c'était vraiment la chose la plus belle. Je l'aimais beaucoup. C'est ce que vous rapportez de votre expérience œcuménique? Est-ce que vous rapportez d'autres intuitions, d'autres envies aussi de ces grands rassemblements? Oui, alors j'étais aussi à Grand Rapids où les réformés se sont mis ensemble, n'est-ce pas? Hem, REC, c'était un et l'autre, c'était 2 familles réformées qui fusionnent, hein, c'est oui, ça? une famille un peu plus Conservatrice? oui et l'autre un peu plus libérale, oui, on dirait peut-être, oui. Et puis là, la grande question naturellement, c'était, l'ordination ou la consécration des femmes, n'est-ce pas? Ouais. Alors là, c'était vraiment crucial, vraiment. Et on ne voyait pas parce que les gens de l'REC disaient non. Non, non, alors non, surtout il y avait quelques Hollandais et il y avait l'Afrique du Sud qui ne voulait pas du tout, hein. Et puis là, il y avait Thierry Pillay qui est maintenant Le secrétaire général du Conseil œcuménique, oui. oui, là, il était encore chez les réformés et puis lui, il a été modérateur et il a dit: «Écoutez, je crois que nous allons pas trouver de solution pour le moment, alors j'aimerais bien prier avec vous» et il a prié au moins 20 minutes 20 minutes. avec la salle, avec toute la salle. Avec la salle, il a raconté, il a vraiment prié Dieu et nous voulons plus rester séparés, nous voulons trouver une trace pour pouvoir être ensemble et cetera et cetera. Pour moi, c'était tellement émouvant, n'est-ce pas? Et puis à la fin, il y avait quelqu'un qui est allé et qui a dit: «On pourrait essayer de donner plus de temps à ces églises qui ne sont pas prêts de le faire dans les 2 ou 3 années à venir, mais avec un délai plus long» et puis ça passait. Et moi, j'étais vraiment émue parce que ça, c'était vraiment,
on voyait aussi que c'est quelqu'un qui croit vraiment et qui peut prendre de la force de Dieu pour faire avancer notre monde, n'est-ce pas? Alors là, c'était très, très, très beau à voir. Un autre souvenir encore de cette réunion aux États-Unis, dans un lieu qui était un lieu éminemment réformé, Grand Rapids, Oui. c'est vraiment un peu le Vatican des Ah. presbytériens américains. Pour moi, c'était très intéressant parce qu'il y avait là, on était à l'université, n'est-ce pas, à Grand Rapids. Et là, il y avait dans toute la bibliothèque, il y avait 2 livres sur la théorie de l'évolution, n'est-ce pas? Pas plus. 2 livres. Et j'ai parlé avec un des profs et je lui ai demandé, mais écoutez, quand même, n'est-ce pas? Mais là, il y avait je ne sais plus que si c'était les frères Koch ou qui donnaient beaucoup de l'argent pour cette université. Et eux, ils ne voulaient pas qu'on parle de cette. C'était les créationnistes, au fond. Oui, oui, naturellement. Et puis, mais lorsqu'ils n'auraient pas. S'il n'avait pas eu des livres sur la théorie d'évolution, l'université n'aurait pas pu être sur le ranking des universités américaines. Et c'était une bonne université, il faut le dire, mais seulement là, il avait vraiment des difficultés. Alors pour moi, c'était très, très bizarre, toujours. Oui, alors là, vraiment, il y avait ce sens très étroit et pour moi, ça, c'était pas facile. Je me souviens encore, il y avait un pasteur, homosexuel et puis lui, il m'a dit: «Alors là, je ne peux jamais dire ça, jamais». Et pour moi, c'était quand même, comme un monde. Un autre monde. Un autre monde, vraiment, oui. Mmh. Mais alors et on a aussi rencontré les Indiens. Naturellement et là aussi, il y avait un moment où il y avait, quelqu'un, je sais pas comment dire, un homme, comme un prêtre d'eux, mais pas chrétien, hein. Et puis lui, il a fait, ses mouvements et il a chanté et cetera et l'animal totem de ces Indiens, c'était, l'aigle. Et pendant que lui, il a fait là ses chants et tout ça, lorsqu'on voyait très haut, il y avait un aigle qui tournait au rond. Alors ça m'a quand même un peu frappé, il faut le dire. Merci beaucoup, Pia Grossol, pour ces souvenirs. Merci pour cette mémoire vive que vous nous avez partagée. On le voit, elle est très vive. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne suite à vous. Sur la fiche description, vous trouverez tous les détails et bien sûr le résumé de cet entretien. Suivez-nous, abonnez-vous, écoutez-nous. Vous nous trouvez sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, Deezer, Spotify, les réseaux sociaux et aussi notre site réformé.ch. N'hésitez pas à vous exprimer par des commentaires, votre avis nous intéresse. Merci pour votre soutien.